Vendredi 3 février, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Lui, il a la barbe plus la moustache qui frétille. Bonjour Eric. Bonjour Brice. Ça y est, on est en mode Captain Igloo. Oui, Mais Captain Igloo soigné, hein. Parce que, alors là, franchement, je sais pas si t'es passé chez le barbier, mais tu es soigné. Ah non, je me suis caressé la barbe, donc c'est tout, hein. Tu t'es juste caressé la barbe et ça rend soyeux. Eh ben écoutez, je suis sûr que je suis. Envoyez vos candidatures si vous voulez vous faire caresser la barbe. Ça va? Ouais, très bien, ouais, super. Ouais. Bah là, c'est bien ce petit coup de froid là, un peu, voilà, ça permet de calmer un peu tout le monde. Et c'est pas fini? Non, c'est pas fini, avec une semaine prochaine qui semble être un peu plus fraîche. Ouais. Donc ça permet, sans faire trop de dégâts, mais de calmer les ardeurs d'un peu pas mal de choses, bien que la nature a bien démarré, hein, quand on le voit au niveau de la faune, de la macrofaune, tout ce qui est oiseaux, en ce moment c'est impressionnant la recherche, voilà, amoureuse ici et là, la visite des nichoirs, donc là franchement c'est la dernière minute pour mettre les nichoirs, hein. En plus hier c'était super, hein, c'était le 2 février, hein, ma journée favorite, la journée des zones humides. Donc, tu veux pas commencer un podcast au bout de 2 minutes en disant mais un jour j'ai travaillé pour les projets Ramsar et c'était notre premier jour de l'année au niveau thématique, hein. Ouais. Et donc là ça montre bien l'intérêt aussi, parce que là on n'arrête pas de dire que malgré le peu de pluie qu'il y a eu ces derniers mois, bah ça n'a pas suffi pour justement renforcer les nappes et compagnie, hein. Donc les nappes, je dirais, superficielles et visibles, là aussi elles sont un peu déprimées, en sachant que quand il pleut trop, ben il y a une évacuation très rapide, ça provoque beaucoup d'érosion sur le sol, donc c'est pas top. C'est pas parce qu'il a plu fort pendant plusieurs fois que c'est efficace, hein. C'est des pluies fines et en continu et sur plusieurs jours qu'ils le sont, bien que enfin, je vois en Alsace, le soleil, on en a eu 4 minutes hier, donc depuis un bout de temps là ça commence à être un peu affolant. Je préférerais qu'il pleuve pendant ces périodes. Pas beaucoup de neige, donc voilà, donc c'est pour ça que ces notions d'espace humide, les fleuves, les rivières, les rues, mais il faut pas oublier aussi nos nappes phréatiques et notamment tout ce qui est ce qu'on appelle les jardins de pluie, hein, qui sont un peu plus humides les uns ou des autres. C'est quand même essentiel pour la future saison. Je dirais peut-être qu'il sera sèche ou pas, on n'en sait rien, hein, c'est ça le changement climatique. On est maintenant, on attend, on se prend ou pas une année humide ou sèche ou très humide. Bon, en tout cas, en résumé, c'est pas parce qu'il pleut Oui. beaucoup que ça recharge. Non, et surtout, ce qui est important, c'est que les sols sont tellement artificiels, hein, donc la moindre pluie va virer très rapidement dans le caniveau. Du caniveau, ça va passer directement sur la rivière ou autre, hein. Et justement, ces sols qui sont peu couverts, donc qui ont tendance à faire l'éponge, hein. Même quand il pleut beaucoup, quand il pleut beaucoup sur un sol qui est couvert soit par des végétaux ou soit par de la déchet organique type paillage traditionnel ou pas, là au moins ça peut, ça calme, ça gorge de flotte, mais quand le sol est nu ou carrément imperméable, ça file, quoi, ça tient pas, quoi. Battance quand tu nous tiens. Les capteurs d'eau, c'est le végétal et les sols couverts, hein, c'est tout. Alors justement, les sols couverts, on le rappelle, ça peut être du broyat, ça peut être le mieux feuilles, évidemment. Voilà, et puis bien sûr le sol couvert, c'est surtout d'abord couvert par du végétal, hein, c'est ça le plus important, quoi. Et j'allais y venir justement, la fameuse mauvaise herbe, je mets des gros guillemets, évidemment, tu sais, on sait très bien que ce terme t'énerve d'une certaine manière, parce qu'il y a pas de mauvaise herbe quand on suit, et puis les nombreux auditeurs et auditrices qui nous suivent le savent très bien, mais l'objectif aussi c'est de dire, encore une fois, hein, je te pose régulièrement la question, mais pour tous ceux qui nous rejoignent, on n'a pas besoin de culpabiliser si son potager ou son jardin de façon générale est couvert par ces fameuses mauvaises herbes pendant l'hiver. Au contraire, au moins c'est couvert, et c'est pas grave. Non, c'est pas par grave. Contre, on est d'accord on est d'accord que idéalement au printemps, quand je vais vouloir planter ou semer, idéalement, laisser le végétal, alors soit on le sarcle, soit éventuellement on le griffe pour l'incorporer, mais l'idée c'est pas d'enlever ça, puisque ça va agir comme un engrais vert. Eric, on est d'accord, qui a puisé du coup les minéraux pour éviter qu'ils se carapatent quand il pleut beaucoup, et du coup cet engrais vert entre guillemets de mauvaises herbes
il faut le laisser sur place. Il faut que ça se décompose. C'est ça. Faut récupérer ça. Alors, Faut pas l'éliminer. Alors après, bien sûr, hein, il y a les mauvais arbres entre guillemets vivaces qui posent problème, le chien noir et compagnie. Ça, oui, si t'as du chien non, on est d'accord. Là, je comprends que là, il y a des grosses problématiques. Mais le reste, qui est les plantes annuelles, qui ont peut-être pas complètement dépéri, parce que ils ont repoussé pendant la période chaude de l'hiver. Hein. Depuis janvier, il fait chaud, hein, à part les 10 jours de froid qu'on a eu intensément. Là, ça pousse. Hein, les plantes, il y en a même qui ont germé, de nouveau germé au niveau des graines. Donc ceux-là, si on sarcle quand elles sont des plantules, ça va rester sur le sol, mais ça va pas se remettre. Bien sûr, tout ce qui est, on le répète, toutes les plantes qui font des stolons, comme les fraisiers, ou les plantes qui font des racines souterraines, bien sûr, voilà, ça c'est embêtant, je comprends complètement, et qu'il faut les gérer au continu. Mais contre, sinon rien de grave. Voilà, rien de grave. Et puis après, il y a possibilité de faire ce que j'appelle des mini andins, c'est-à-dire que quand on enlève l'herbe, on peut faire un espace propre sur 1 mètre, par exemple, bien enlever le mauvais herbe, faire comme on aime d'habitude par rapport à son cil. Par contre, l'herbe qu'on l'enlève, on peut le mettre, je dirais, entre les plates-bandes de 60 cm ou 1,20 m, comme on veut. Et on laisse sur le côté, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis en plus, ça permet que quand on va marcher dessus, dans ce qu'on appelle les fameux sentiers, le sol est moins compacté. Hein. De toute façon, le compactage des sols, et je suis content sur les réseaux sociaux et tout ça, ça en parle de partout, même à la télé, sur des grandes chaînes publiques ou pas. On a parlé de mortalité d'ancêtres. Alors moi j'appelle les ancêtres, c'est les arbres qui ont plusieurs centaines d'années et qui sont morts non pas parce qu'ils ont été malades, tout simplement parce que les gens viennent les voir et ils tassent le sol, et donc ce tassement de sol provoque ce qu'on appelle une diminution de la porosité qui fait que le sol respire moins. Si le sol respire moins, les êtres vivants dedans aussi, ils vont moins libérer de sels minéraux qui est indispensable à la vie de l'arbre. Donc là aussi, de plus en plus, le sol devient une priorité. Et puis là, il y a une grande nouveauté, alors là, sur les réseaux sociaux et autres, c'est l'arbre rafraîchi. Alors ça, c'est... plantons des arbres. Ah bon ? Sans déconner. Ouais, mais alors après, allez, je reste dans la naïveté et dans la surprise, pour dire, continuons à être surpris, comme ça on plante. Voilà. Alors après, on peut... Il y en a plein qui râlent parce qu'ils disent oui, ça fait 50 ans qu'on le sait, je sais. Bon, voilà. Alors, je prends mon côté naïf, mon côté neuneux, et je dis ah bon, comme ça au moins il plante. J'y sais bien ça c'est bien, ça c'est bien. Non mais c'est super. Et comme ça au moins ça plante, et j'en discutais encore hier avec une éditorialiste, Sophie pour pas la nommer. Je lui disais, mais allez, faut qu'on arrête franchement de parler de biodiversité tout de suite. Bien sûr qu'il faut en parler à 100%, mais pas tout de suite. Voilà, faisons plaisir aux gens. On a planté pour la fraîcheur, on a planté pour égayer les centres-villes pour qu'ils soient plus verts. Continuons à faire ça. Et puis d'un seul coup, on dit, et puis c'est bon pour la biodiversité, comme ça, ça se fait, quoi. Et tiens, la bonne nouvelle, Brice. Oui. J'ai vu dans les réseaux sociaux, parce que là en ce moment j'avais regardé pas mal. Mais tu bosses jamais en fait, t'es toujours sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle trame qui est arrivée, c'est la trame violette. Je la connaissais pas, franchement. Alors on aura bientôt un arc-en-ciel bientôt. La trame violette, alors c'est super. La trame violette, c'est en réalité le bitume en réalité. Et cette trame violette, le principe, c'est de l'identifier et ne pas la prendre comme un rupture de corridor écologique, donc comme un rupture de trame verte, bleue, ou voire brune pour le sol. Comme le serait une autoroute par exemple, dans un comme paysage. Une autoroute, et de dire de toute façon on n'a pas le choix. Cette trame violette, elle n'est pas forcément pour la biodiversité, mais pour l'humain, les hommes et les femmes qui souhaitent se déplacer. Et cette trame, aménageons-la pour qu'elle soit une violette sympa. Et donc c'est pour ça qu'on va on va parler de soit de crapauduc pour laisser passer les crapauds sous cette trame violette. On va parler, je dirais, de souterrain pour les bestioles un peu plus grosses, ou de pont à serre ou autre, cervidés. Donc c'est pas mal, je trouve. C'est comme de toute façon on n'a pas, il faut bien qu'on roule. On va pas revenir sur des chemins de terre.
Et en plus, les chemins de terre, quand ils sont tassés, ça sert pas à grand-chose pour la biodiversité. Donc, voilà, prenons-la. Par contre, soyons conscients de ça et aménageons des choses pour faire passer d'une autre trame à une autre, en sachant que quand elle est là, la trame violette, voilà, il faut réfléchir à l'avance. Ça coûte un peu plus cher. Mais alors, qu'est-ce que ça coûte beaucoup moins cher si on l'a bien pris à l'avance, parce que la perte, l'érosion, pas forcément du sol, mais de la biodiversité, ça c'est une calamité pour nous. C'est marrant, hein, parce que le macadam, enfin, il y en a très peu des violets à part dans les jardins d'enfants et dans certaines villes, mais c'est marrant quand même de transformer un bitume qui est en général noir, en trame violette. Ça sent presque la poésie, tout ça. Oui, non mais voilà. Serait-ce une affaire de com? Je ne le sais pas. Nos esprits sont pas assez mal placés pour voilà, penser prenons-la comme ça et dire si ça peut faire avancer les choses, allez hop, c'est parti. Mais après, je reviens 2 secondes et puis on n'a même pas annoncé en plus le sommaire. Ce podcast est devenu n'importe quoi, Eric. Ça manque de structure. Mais pour le coup, est-ce que depuis les épisodes quand même assez chauds, caniculaires de 2022, est-ce que l'idée autour justement de ces îlots de fraîcheur, îlots de chaleur, on essaye maintenant on découvre aussi, je crois que c'est en Californie, ça fait des années qu'on peint les routes en blanc, on peint les bâtiments en blanc. Aujourd'hui, combien de milliers de mètres carrés de surface ne sont pas peintes en blanche, en blanc pardon, et les bâtiments notamment pourraient être aussi optimisés. Ça permet d'économiser la clim, parce que la clim c'est du courant, quoi qu'on en dise. Et derrière, il y a plein d'évidences qui existent. Tu parlais effectivement de la fraîcheur sur les arbres. Tant mieux qu'on continue à en planter, mais je pense que dans les milieux urbains, à mon avis, maintenant les gens commencent tout doucement à comprendre. Je parle des dirigeants. Oui, non, mais là, de toute façon, maintenant, c'est voilà. Je veux dire, même s'il y en a, ils comprennent rien du tout. Mais ce qu'ils voient, c'est que le voisin, la commune d'à côté, le fait. Alors, et comme ça, c'est populaire, on le fait, tant mieux. Ouais. Voilà. Oui. Non, mais là, il y a un capital sympathie autour de l'arbre. De toute façon, il faut toujours qu'on se prenne une fessée pour qu'on réagisse. Une fessée en tout bien, tout honneur, bien sûr. Mais le principe, c'est il faut qu'on se prenne une claque, tout ce qu'on veut, et d'un seul coup, ça y est, c'est une bonne chose, nanani, nanana. Et de toute façon, c'est pas l'État. Et là-dessus, c'est mes propos et c'est mes propos. C'est pas l'État qui doit impulser. Elle doit favoriser, elle doit être des facilitateurs, mais c'est à nous citoyens, dans la commune, c'est à nous citoyens ou citoyennes dans l'entreprise qui ont les clés. Un État qui dit de faire des choses ne fait que peut-être que ça va pas avancer non plus. Si on veut pas le faire, ça marche pas. L'État il peut faire ce qu'il veut, ça marche pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, si à notre échelle, on fait quelque chose, si en plus l'État est facilitateur sur des subventions, sur des mesures, en plus si les députés mettent des lois en place et surtout les appliquent, qui va dans ce sens, c'est plus facile. Alors c'est pour ça que faut pas toujours attendre de l'État, il faut pas toujours attendre du haut. Nous aussi, on peut complètement à notre niveau, et une commune, souvent, ça fait une espèce de tâche de propreté, je dirais, intellectuelle, qui fait que ça avance. Pour terminer, tu dis l'État ne peut pas tout, pour reprendre certaines formules de certains politiques sur d'autres sujets. Et après, il y a des impulsions, et le politique peut, dans certains cas, en disant si on n'arrive pas à se passer de vaisselle jetable, l'État peut dire maintenant ça suffit, arrête avec la vaisselle jetable. Donc je pense que les deux peuvent coexister. Après, sur des actions, je suis d'accord, ça vient plutôt d'en bas. Après, il y a aussi des fois la volonté du politique, comme ou pas, on va pas en juger, mais aujourd'hui, quand un président dit d'ici 2032 on plante 1 milliard d'arbres, si on fait un tout petit peu de calcul, c'est très 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 ambitieux. Est-ce que c'est 1 milliard d'arbres en monoculture, en Douglas derrière? On peut aussi partir là-dessus. Est-ce que ça ne devient pas des FBI, des fausses bonnes idées au final? C'est ça la question. Mais de toute façon, il faut que de toute façon le côté utopique reste, je dirais, le plus haut, et nous, ce qu'on appelle les objectifs opérationnels, soient faits en bonne conscience, parce que les objectifs utopiques, c'est super, mais souvent ça avance rien. C'est une action de masse, et l'action de masse n'est pas précise. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit précis et sur mesure. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, dans un projet, et moi je gonfle tout le monde avec mes projets. Des fois, c'est l'utopie, on en a besoin.
Et puis après, c'est ce qu'on appelle les objectifs généraux et objectifs opérationnels pour que l'action soit la plus efficace. Mais n'oublions pas l'objectif opérationnel. Ça. Il faut, c'est ce qu'on appelle aller de l'équivoque à l'univoque. C'est-à-dire l'équivoque, c'est on va planter 1 milliard d'arbres et l'univoque, c'est l'action, c'est le fait de bien réfléchir, mais pas à 3 ans. Faut pas que qu'on appelle ça les études qui sont des fois obligatoires sur un montant en plus, l'étude de l'étude, des fois c'est plus simple. Je me rappelle toujours d'un projet, on m'a dit mais comment t'as réfléchi le nombre d'arbres qu'il faut planter? J'ai dit c'est simple, 9 communes fois 100, 900, voilà, hop, l'étude est faite. Du coup on en a planté 2100, donc je préférais qu'on mette de l'argent sur les 1200 arbres supplémentaires qu'on a plantés, que pour moi, alors je sais, j'aurais gagné de l'argent un peu plus, mais c'est pas grave, sinon je serais riche, je le saurais. Et le principe, c'est plutôt allons dans l'efficacité. Quand on est presque certain, même on a le droit à l'erreur aussi, allons-y, c'est pas la peine de faire l'étude de l'étude, ça sert absolument à rien. Oui. Après ce long édito qui avait et qui a du sens évidemment comme chaque fois quand tu prends la parole, Eric, et je te remercie aussi de confronter. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Vous avez aussi le droit, pas forcément de nous envoyer aussi. Alors merci d'ailleurs pour vos questions. On en a quelques-unes là cette semaine. D'ailleurs, je tiens à vous présenter nos excuses puisqu'on avait un bug pendant quelques heures vendredi au moment de la publication qu'on a réparé, je crois samedi matin. Voilà. Et on voit que nos auditeurs sont fidèles parce qu'on a plein de messages. Du coup, on dit il y a un problème, ça c'est pas diffusé. Voilà, donc c'est réparé. L'épisode de la semaine dernière est bien disponible depuis samedi 14h, je crois. Voilà. Donc ceci étant dit, dites-nous aussi vous par rapport à ce qu'on se dit là, est-ce que ça vient du politique ou pas? On est aussi là pour relayer, sans en faire une libre antenne évidemment, ce podcast. Il y en a qui font ça très bien, mais l'idée c'est aussi de réfléchir à ce que vous, et puis de relayer aussi parce que voilà, il y a des actions, des magnifiques actions sur le terrain qui se font, et l'idée c'est peut-être aussi d'en parler. Oui, voilà. Par exemple d'envoyer une photo bonne action. Voilà, mais qui semble la plus... Même si ça vous paraît ridicule, c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas, de toute façon. Et en plus, ce qui est important, c'est quand même la moindre action, souvent, ça peut donner des idées. Une photo avec une action, voilà, hop, c'est très imagé. Je suis sûr que nous, on peut s'en servir. On peut relayer ça sur notre page Facebook, si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis si vous avez certaines initiatives locales, sur des fêtes des plantes, etc., n'hésitez pas aussi à nous les envoyer sur Facebook, Facebook et Instagram. On pourra de toute façon relayer ce genre d'informations. Voilà. Eric, je te propose, avant de passer au dossier dont on n'a toujours pas donné le nom, mais on va pas le dire, on va laisser la surprise. C'est gratiné. On va essayer de faire du teasing, du faux teasing. D'abord un petit coup d'agenda, du tempo du jardin. On est en lune descendante, on continue à planter, à tailler. Oui, là c'est là, on est en pleine plantation, donc c'est pas trop mal parce que justement comme il a pas trop plu, les sols se ressuient. Puis je rappelle, avant une plantation, c'est sur un petit espace. Une semaine, 10-15 jours avant, vous pouvez mettre une bâche sur le sol. On peut bâcher. Voilà. Alors, par contre, c'est du soleil, on enlève un peu, non? Bien sûr, mais des fois, quand pendant 2-3 jours, ça s'est bien essuyé, puis il y a des pluies qui sont annoncées, autant de bâcher. Oui, c'est clair. Voilà, comme ça, sur des plantations. Alors, je dis bien, si c'est pour 500 mètres carrés, c'est pas la peine, on va pas commencer à se prendre la tête. Mais si c'est par exemple, sur un espace, sur une montée de garage, une descente par exemple, près d'une porte, ou un petit aménagement, autant travailler dans de bonnes conditions, bâcher, comme ça vous permet globalement de pouvoir travailler surtout sur un sol qui sera ressuyé, c'est ça le but du jeu. Mais alors je vais mettre surtout quand il fait beau, faut bien débâcher bien sûr. Je vais mettre les 2 pieds dans le plat. J'ai pas eu le temps de faire mes semis de poivrons et d'aubergines. On arrive dans une phase de lune descendante, donc une phase de plantation et non pas de semis. C'est grave, docteur? Mais non, faut y aller. Faut pas. Je parlais pas forcément moi. Non, mais bien sûr, ouvertement. Voilà. Bien sûr, pour les tomates, tout ça, ça sera, on a le temps, mais le reste, allez-y. Nous, le fait de travailler avec la lune, c'est pour qu'on soit plus dans une démarche, je dirais, de programmation. Ça c'est important. Et surtout, ce qui est de dire, ce qui est favorable, ce qui est le plus favorable, mais c'est pas défavorable. C'est ça le but du jeu. Parfait. Le tempo, vous le retrouvez évidemment sur notre blog. On est d'accord? Oui, bien sûr.
Et alors c'est toujours le même depuis quelques mois, hein, mais avec des petites évolutions quand même. Hein, y a pas de... Bien sûr. Bien sûr, mais vous retrouvez effectivement l'agenda du mois de février, enfin janvier-février, sur notre. C'est pas du tout les oiseaux. Hein. Ah, non, c'est peut-être un oiseau que tu as oublié de compter la semaine dernière. Non, c'est voilà, Tu l'as fait le comptage? Non, je l'ai pas fait. Voilà. Tu l'as pas fait? Non, je l'ai pas fait. C'est mon téléphone mésange qui voilà. Son téléphone mésange. On salue toutes les mésanges qui nous écoutent. Je reviens sur le tempo. Vous le retrouvez évidemment sur le blog. Là, c'est vrai que c'est un peu un copier-coller chaque semaine, mais parce que globalement, on a toujours des petites choses à bricoler. L'idée, c'est aussi de travailler sur de l'aménagement. Je relisais l'autre jour un article sur les jardins de pluie, notamment, où vous le retrouvez pareil sur notre site. On parlait tout à l'heure de pluie, hein, comment gérer les sans forcément récupérer, hein, mais là l'idée c'est de temporiser un petit peu et de relarguer dans le milieu naturel de façon plus douce, et puis des fois d'en faire des mares, évidemment. Eric, je te propose de passer aux nombreuses questions, aux quelques questions. Pardon. Oui, quelques questions. 3-4, je crois. Évidemment que vous nous envoyez sur contact@monjardinbio.com, et on va commencer par Sandrine. Pas du tout, pas Sandrine. Si, Sandrine, pardon, excusez-moi. Bonjour Brice et bonjour Eric. Merci pour votre irremplaçable émission que j'écoute depuis plusieurs années et ce qui me permet de faire des progrès au jardin. Suite à une question posée il y a quelques semaines par un auditeur, je voulais vous apporter mon témoignage. Ça nous intéresse aussi. Hein. Cet auditeur avait fait chez lui une partie de son terrain recouvert de gravier et de cailloux tassés suite à un ancien parking. Pour en faire un espace cultivable, il a fait enlever la partie supérieure pour cultiver sur la terre en dessous. J'ai acheté une petite maison avec un petit terrain en mai dernier dans les Côtes d'Armor qui présente les mêmes caractéristiques. Un parking gravillonné d'environ 50 mètres carrés dans mon cas. En plein milieu du jardin, je n'ai ni décaissé ni fait décaisser. Pour rendre cet espace cultivable, j'ai par ailleurs acquis 2 potagers surélevés sur le bon coin, bon réflexe. Depuis l'automne, je constitue des lasagnes avec la récup de bois. Je construis plusieurs bacs environ 1m50 sur 1m50 et 1 mètre de haut que je remplis tantôt d'herbes coupées pour l'azote, tantôt de feuilles mortes pour le carbone. Tout ça fait très rapidement, donc il faut en remettre souvent. Je pense que cette lasagne sera prête au printemps pour accueillir les cultures estivales. Il suffira de rajouter une couche de compost ou de terre tout en haut. Au final, l'ancien parking s'est transformé en espace de culture hors sol que j'espère productif. Qu'est-ce que je peux encore faire pour améliorer cet aménagement signé Sandrine? Disons que là, c'est comme si on travaillait sur une roche-mère qui est constituée de gravier, par exemple. D'ailleurs, il y en a qui sont en Piémont, ils ont la roche-mère qui est pas loin, donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle jardin surélevé ou création de buts permaculturels, comme ça permet de créer du sol. Donc là, c'est une très bonne idée. Alors moi, ce que je ferai ici et là, c'est peut-être de faire des fosses pour planter des arbres, c'est-à-dire de décaisser une partie du gravier qui peut être tassé, quoi. Alors en sachant que c'est pas comme si c'était en ville, à mon avis, il y a à moins de peut-être de trouver sur un cimetière de gravats, mais globalement, souvent dans des situations comme ça, le particulier a décaissé et puis a mis du gravier pour faire un parking. Donc la terre en dessous n'est pas si mauvaise que ça. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de décaisser une partie pour planter ici et là des arbustes qui vont permettre de faire la fraîcheur et qui vont permettre de réaméliorer, je dirais, la qualité du sol. Donc ça, c'est... Alors aussi, autre chose qui peut être intéressant, c'est de faire des trous, donc de décaisser, et à la place de ce qu'on peut mettre, on peut mettre ce qu'on appelle du gravier de différentes grosseurs, mais des graviers qui ne sont pas lavés. Si vous commandez pour changer de sol, ne prenez pas du gravier lavé, mais gardez du gravier non lavé, c'est-à-dire avec les limons. Et là, vous reconstituez ça, vous pouvez l'acheter en gravière et compagnie, et vous reconstituez l'espace, par contre avec un sol qui est quand même un peu plus riche en métaux, en limon, donc je veux dire en granulométrie un peu plus intéressante, beaucoup plus fine. Et là, vous pouvez créer ce qu'on appelle des zones stépiques. C'est-à-dire vous pouvez choisir, alors bien sûr ce sont des plantes horticoles, mais qui sont souvent des plantes sauvages dans leur pays, de ce qu'on appelle les zones stépiques, c'est ce que je conseille avec mon ami Jonathan, qui travaille dans les espaces verts à Fessenheim. C'est recréer des milieux de vie comme ça quand c'est un petit peu contraint, et donc on met des plantes stépiques. Et je peux vous assurer que c'est des zones très intéressantes parce qu'on crée un milieu de vie qui correspond à ces besoins des plantes. Et là, vous avez vraiment des espaces fleuris. Je vous invite à aller sur le site internet de la commune de Fessenheim.
vous avez vraiment voilà des floraisons intenses, très rapides, une biodiversité importante parce que on a recréé un milieu de vie dans un milieu qui était un peu contraint. Voilà. Donc on salue Jonathan qui visiblement nous écoute, sinon tu lui passerais pas le bonjour. Oui. Et qui du coup qui s'occupe des espaces verts, c'est ça sur la C'est ça, commune oui, de la commune de Fessenheim. Hein, ouais. Et ce qui est bien dans ce que tu dis, pour le coup, pour une fois qu'on parle de Fessenheim en dehors de cette commune centrale, oui. Voilà, il y a pas que, au contraire, Non, c'est non, une très belle commune. Non, Et voilà, il faut le dire. Et avec des belles personnes et qui font un job super, Oui. ils réfléchissent au sujet, c'est super. Tout à fait. Donc voilà, Fessenheim, vous retrouverez, vous tapoterez sur Ouais. sur votre moteur de recherche préféré. Voilà. Je te propose de passer à une autre question dont je n'ai évidemment pas repris le prénom. Pensez l'habitude de signer parce que des fois on a des pseudos. Ouais. Alors bonjour, merci pour votre réponse pour le potager. Je me suis procuré une fourche bêche et m'active à ôter le chien dent. Je vous enverrai une photo. Nous souhaitons faire une piscine et il y a un saule pleureur à côté. Alors, la question c'est, on entend tout et son contraire par rapport aux racines. Et alors dégâts sur les canalisations et la piscine. Pouvez-vous me dire si je dois le déplacer? J'ai peur que cela l'abîme. Il est magique, je l'ai planté il a presque 4 ans et il fait 4 mètres. Donc, autant dire. Hein. Et si oui, si je peux le déplacer, quel endroit et quelles précautions dois-je prendre? Ah, ça c'est compliqué là. C'est foutu là, on est d'accord. Là, parce qu'en plus, s'il a bien poussé, il a un système racinaire, même s'il est superficiel, dans certains milieux, parce que si le milieu est humide, mais si le milieu est un peu sec, les racines sont parties, quoi. Ouais. Là, 4 ans, c'est foutu. L'auditrice peut nous envoyer une photo. Ouais, nous envoyer une photo, c'est Carole. Des fois, l'âge ne veut rien dire, parce que voilà, tout dépend comment elle a poussé, quoi. Je te montre effectivement la photo, Eric, mais on a quand même un port qui commence à prendre tout doucement. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très compliqué. Alors à moins que quand il va creuser la piscine, il peut utiliser justement un godet pour pouvoir enlever l'arbre. Ça peut être une solution aussi. Mais c'est vrai que si c'est très proche de la piscine, c'est un petit peu compliqué. Déjà il peut peut-être taper dans les racines. Et donc ça c'est pas très bon. Vous allez me dire quand il l'a arraché, mais quand on l'enlève au godet, on fait quand même plus attention. Et puis c'est comme ça. Par contre, il faut le faire à l'automne. Hein, on peut pas le faire maintenant. Hein, ça c'est clair. Maintenant c'est trop juste. Hein. Donc là c'est trop juste. Enfin à l'automne. Voilà, on pourrait encore imaginer le faire là, mais vraiment faut le faire tout de suite quoi, parce que là l'arbre il commence à partir. Et c'est vrai de le faire à l'automne, c'est quand même plus cool parce que au moins l'arbre va pouvoir s'enraciner tranquillement. Parce que le sol est encore chaud, alors là il suffit qu'il se retrouve dans une situation un peu plus sèche. Voilà, moi j'ai toujours du mal à enlever les arbres à cette époque, quoi. C'est bon. On peut, il n'y a pas de souci. Hein, et au bout de 4 ans, t'as quand même un patrimoine racinaire qui est là. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Alors comme dit, moi j'ai toujours, si l'arbre ne dépasse pas la largeur d'un poignet, on peut encore imaginer, quoi. Mais après c'est compliqué, quoi. La solution, c'est peut-être de déplacer la piscine. Oui, voilà. Mais après, il faut se faire plaisir aussi. Hein. Mais c'est clair que souvent, il faut quand même, même des fois, mettre des barrières de protection, hein, c'est-à-dire mettre des anti-racines, hein, comme c'est mis, je dirais, au niveau des aménagements paysagers dans les communes. Hein, quand vous avez du bambou, notamment. Oui, non, mais c'est là quand il y a des canalisations. Hein, donc, c'est racine qui permet à la racine de ne pas la couper. C'est pas ça le but du jeu, mais ça permet de donner un cheminement à la racine pour pas qu'elle aille toucher une canalisation ou autre chose. Donc, il y a un risque canalisation piscine, oui. Ouais. Le problème, c'est que si on le déplace, donc en gros, Carole est un peu bloquée là. Mais c'est comme je dis, comme c'est le poignet, faut pas, si on peut se permettre, mais s'il y a une piscine, il y a godet, donc là on peut l'enlever proprement, quoi. Mais il y a un risque. Voilà. Il y a un risque. Alors, de le déterrer, c'est bien. Surtout que le problème, c'est que quand c'est un professionnel qui le fait, ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand on le fait soi-même, quoi. C'est pas, on n'est pas forcément les meilleurs outils, mais voilà. C'est quoi les précautions justement parce que faut tirer le plus large possible. Hein, c'est ça. Oui, bien sûr, mais je veux dire, quand on le replante, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Non, il faut refaire une belle. Faut en profiter justement avec le godet de l'appel job, hein, de refaire un trou qui correspond à peu près à l'arbre. Ouais. Alors surtout de l'arbre, de ne pas négliger sa position, c'est-à-dire que si on est un terrain un peu asséchant, faut pas le mettre en haut, mais plutôt en bas, pour qu'il ait le maximum de flotte. Ça c'est aussi important. Bon, si c'est une zone humide, il y a pas de souci, hein, ça va repartir. Hein. Le saule est quand même un arbre qui est capacité à faire de la racine plus qu'il n'en faut, hein, donc ça c'est efficace.
Ça aurait été un autre saule, je vous aurais dit, bah voilà, faites du bouturage, voilà, ou faites du bouturage de saule, mais l'arbre il est déjà présent. Mais c'est surtout de faire un trou assez conséquent, voilà, de bien le mettre tranquillement dedans, quoi. Et de pas enterrer je veux dire, trop le tronc, hein. C'est ça qui est important aussi parce que des tendances quand on fait le trou, on le met l'arbre au fond parce qu'il est lourd, mais ne pas oublier qu'il faut qu'il soit quand même, il faut que la haute, le collet, hein, c'est-à-dire la limite entre la partie souterraine et la partie aérienne, soit au même niveau quand on va le replanter, quoi. Le fameux bourrelet. Ouais, enfin un bourrelet, voilà, mais c'est souvent voilà, un point, un petit peu le démarrage des grosses racines, quoi. Ouais, et ça on le Faut pas voit. qu'il soit enterré de 15-20 cm, ça c'est voilà. pas très bon, hein. Bon, justement, l'idée c'est de prendre ça en compte avant évidemment de repositionner et de faire un trou qui serait potentiellement trop petit ou trop grand pour vraiment essayer. Et puis j'imagine de la terre fine dans le lit où oui, voilà, et les puis racines. Voilà, si on peut mettre un peu de compost bien décomposé ou du terreau de plantation, pourquoi pas. Mais si le terrain est assez riche, un terrain, je dirais, de jardin, il n'y a pas besoin de mettre plus que ça, quoi. Déjà de faire le trou, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, en tout cas. Et on passe à la troisième question. On n'en avait que 3 cette semaine, hein. On vous le dit, mais encore une fois peut-être à cause du bug, je ne sais pas. Arnaud qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice, encore merci pour vos partages et votre humour qui ouvre sympathiquement les portes du jardin pour nos week-ends. Toujours en Finistère, près de Brest, je recherche une alternative au lithotam pour relever le pH car c'est une ressource peu durable et le chaud ne m'intéresse pas. Mon sol argileux est lourd, sachant que je ne souhaite pas utiliser utiliser que des ressources organiques et durables si possible. Ouais. À très bientôt. Alors déjà, j'ai une première question. Rappelle-nous ce que c'est le lithotam. Bah c'est une poudre, hein, issue voilà de coquillage, hein, donc voilà, ça c'est. Mais en quoi c'est peu durable? Bah parce que on affecte les côtes, voilà. Ok. On pile milieu naturel pour faire l'engrais. Exactement, et voilà, c'est autant que voilà, ce sont des fois des structures. Alors c'est vrai que je suis pas le plus je dirais compétent dans ce domaine par rapport à l'érosion suite à justement à la prise de lithotam, mais voilà, il y a les choses les plus simples, c'est que le terrain est argileux. Pour faire remonter le pH, c'est très simple, il faut l'aérer, quoi, parce que souvent si le sol est gorgé d'eau, ça l'acidifie. Donc le fait de rendre un terrain qui est moins, qui est moins mouillé entre guillemets, qui retient moins l'eau. Surtout, il faut passer d'un sol qui est mouillé à un sol qui est humide, hein, c'est bon, mais c'est d'augmenter avec la matière organique, hein. Donc voilà, ce que j'invite, c'est à mettre beaucoup de matière organique, hein, voilà, comme ça va améliorer la qualité du sol, ça va relever son pH tout doucement, hein, en gardant toujours un pH qui sera acide, hein, autour de 6,5 qui est parfait. Enfin 6,5, 6,7, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut mettre beaucoup de matière organique. Alors pourquoi pas mettre un peu de cendre de bois aussi, hein, voilà, bien blanche, hein, qui va apporter un peu de choses qui sont plus alcalines qu'acides, hein, globalement, mais il faut pas mettre 3 tonnes. Mais voilà, le fait de mettre beaucoup de matière organique va augmenter. Alors bien sûr, si il a un pH très très bas, c'est sûr que ça va être compliqué sans apporter de calcaire, ça c'est clair. Alors le fait d'apporter un peu de calcaire va permettre d'améliorer ce qu'on appelle le fameux complexe argilo-humique, hein. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un taux d'humus important, c'est super d'avoir d'argile, mais pour favoriser justement ces complexes argilo-humiques qui vont faire qu'il y aura de la porosité dans le sol, il faut apporter un peu de calcaire, voilà. Et ça, à part le lithotam, il n'y a pas d'autres. On peut apporter des calcaires, hein, on peut apporter. Il y a pas mal de constituants de calcium qui peuvent être apportés dans le sol. Et là, mais on touche toujours, je dirais, la matière première. Voilà. Oui. Alors, question. Qui dit calcaire dit. Alors bon, il y a des huîtres aussi, mais il y a aussi des coquilles d'œufs. Est-ce que c'est un truc qui peut marcher ou pas? Réduit en poudre, je sais pas. Ouais, voilà. De toute façon, mais par contre, ça coûte une blinde, quoi. Oui, non, mais je veux dire, si on a pas. Oui, bien sûr. On a des poules, on a des œufs, on récupère les œufs. Bon, ça c'est, voilà, non, mais faut que ça soit un peu travaillé, quoi, hein. C'est ça le but du jeu. C'est pas 3 coquilles d'œufs qui vont augmenter le. Non. Je parle beaucoup de coquilles d'œufs éventuellement. Chez les voisins. Là, il y a des préparations entre guillemets qui vont apporter tout ce qui peut apporter du calcaire est une bonne chose, bien sûr. Ouais, et c'est vrai que quand on souffre près de Brest, il faut peut-être aller voir des professionnels à proximité qui vont utiliser une matière première entre guillemets qui est quand même recyclée, hein, qui va être les coquilles, coquilles d'huile, coquilles de moule, qui va être des coquillages par exemple ou d'autres secteurs. Mais c'est sûr que le lithotam, ça pose
Ça pose des vraies questions. Voilà. Il y a des fois des choses aussi, hein, effectivement, on pense, hein, c'est les fameuses fausses bonnes idées, on en parlait tout à l'heure. Il y a des fois des choses qu'il faut intégrer aussi en se disant, bah voilà, il y a des choses, Oui. on va Et éviter puis après, de le faire. il faut pas oublier aussi, c'est que même des fois, c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que des zones qui sont trop calcaires pour qu'elles soient plus acides, par exemple pour planter toutes les plantes type rhododendron, azalée et compagnie, Ouais. bah, c'est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que la masse qui est autour est tellement tellement calcaire, que pour rendre acide un petit milieu, bah, c'est compliqué parce que ça va être très temporaire. Et c'est pareil dans les deux sens. Oui, Donc, et puis qu'il faudrait derrière limite c'est mettre ça. une barrière. Tu parlais d'une barrière, mais une bâche entre guillemets. Ouais, Même voilà, si c'est mais pas du c'est tout pour écolo, ça. mais Voilà. on Mais s'est compris. voilà. Mais par contre, quand c'est un peu acide ou un peu trop acide ou un peu trop calcaire, Hmm. l'intérêt c'est la matière organique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est parce que ça va dans les deux sens et ça va vers un équilibre, quoi. Donc il faut apporter sur les. Alors, utiliser beaucoup le BRF, bois mal fragmenté, c'est-à-dire broyer des déchets verts entre août et début octobre, et l'incorporer dans les 10 premiers centimètres du sol pour que ça sonne de la vie. Si vous avez un agriculteur à côté, même s'il est peut-être pas forcément en bio, voilà, bah, la paille c'est quand même super intéressant, voilà, le foin, alors bien aussi, ça aussi c'est une matière, mais c'est pas comme si c'était une matière, je dirais, un socle, pas comme une carrière, comme des choses qui se sont faites il y a des millions d'années. Celle-ci, ça peut plus revenir en arrière, quoi. Et puis il faut aussi rajouter, Eric, qu'il faut faire preuve de patience. Faut le raconter Oui, à Arnaud. voilà. C'est-à-dire que la personne qui vous dit, ben vous mettez ça et en fait en une saison Hmm. vous rattrapez, vous allégez un sol, c'est de la foutaise. Voilà. Ça prend quand même quelques Voilà. saisons, Et quelques puis il y années. a une technique culturelle qui marche très bien, et ça je peux conseiller à l'auditeur, parce que ça se fait, même surtout chez les professionnels, c'est ce qu'on appelle travailler en billon. C'est-à-dire, parce qu'un terrain argileux, il est souvent très humide, et justement pour limiter l'humidité et donc augmenter après la porosité, c'est de travailler en billon. C'est-à-dire vous prenez à peu près une surface d'1,20 m pour une plate-bande, voilà. Vous prenez 50-60 cm, voire un petit peu plus pour l'entre-plate-bande, et la terre que vous avez dans le sentier, voilà. Vous le mettez, vous faites un dôme, un petit dôme, hein, qui peut aller jusqu'à 30 cm, hein, 20 cm, 30 cm, de manière à faire des buts. Et la terre qui est en surface, bien sûr, plus elle sera en hauteur, plus elle va perdre son eau. Et comme ça, vous avez un espèce de terrain vallonné. Et de tout ce qui sera beaucoup moins sensible à l'humidité, bah vous pourrez le travailler dans le creux. Et tout ce qui va être sensible à l'humidité, bah vous allez pouvoir vous travailler sur le dessus. Voilà. Avec derrière, on revient à un potager en butte où on peut effectivement aussi exactement. Alors les billons, travailler un peu. Les billons peut être soit un billon, je dirais, peut être façonné, voilà, tout simplement avec des outils, ou le billon peut être façonné en mettant, alors ça a un petit coup, et c'est voilà, à un moment faut le changer, c'est comme il y en a qui le font, c'est-à-dire sur 20 cm de haut, ils mettent des planches de 20 cm et puis ils mettent la terre au milieu de manière à avoir entre guillemets des zones qui sont beaucoup plus hautes, voilà, un peu de terrain, un peu un jardin en hauteur, mais sans plus. Et là, par contre, ça permet vraiment de faire un travail finement parce que on ne pense que à la partie qu'on a mis en hauteur. Et c'est là qu'on va mettre le maximum de matière organique, d'humus, de compost. Donc voilà, donc là, ça sera, là, on va avoir vraiment des choses super intéressantes. Et puis dès qu'il y a trop d'eau, bien sûr, bah, ça va vite se ressuyer et ça va plutôt aller dans le sentier. Ouais. Je parlais effectivement de ces fameuses buttes où derrière on peut cultiver en butte avec de la paille et en plus en termes d'ergonomie c'est peut-être pas idiot. Oui, voilà. Parce que c'est quand même plus agréable. Mais on n'est pas forcé de monter à 60-70 cm où là c'est. Voilà, bah, bien sûr, mais tu montes à 30-40, t'es tranquille, quoi. Bah, c'est quand même pas mal. Bah, j'en connais même qui mettent, voilà, ils ont une planche assez solide. Et puis, ils peuvent même s'asseoir en mettant une planche de chaque côté d'une plate-bande. Hein. C'est super intéressant. Et on peut aussi s'en servir, voilà, comme mini-serre. Hein. C'est-à-dire que quand on a une plate-bande d'1,20 m, voire un peu plus petit, un peu moins large, on peut mettre des arceaux, hein, professionnels ou pas. Et voilà, donc c'est voilà dans des terrains. Alors par contre, si on a un terrain qui est hyper filtrant et asséchant, on fait pas ça, hein, bien sûr. On est d'accord.
Voilà. Pardon, un moment d'absence en l'occurrence. Ouais. Eric, Ouais. nous terminons nos nombreuses questions, enfin nos courtes questions, pardon, et nous espérons retrouver de nombreuses questions la semaine prochaine. En tout cas, ce qui ne change pas, contact@monjardinbio.com pour nous les envoyer évidemment. Eric vous répondra. Si vous avez des photos, c'est encore mieux dans certains cas. N'hésitez pas non plus à nous les envoyer. Et puis, sinon, continuez à suivre ces précieux conseils. Je parlais du jardin depuis tout à l'heure. Je parlais aussi de l'aménagement, du type d'engrais. Tous ces articles-là, vous les retrouvez sur notre blog, évidemment. Et puis, les partages d'expériences sont aussi très intéressants. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure évidemment du dossier de la semaine dont on ignore totalement le sujet. Oui. Alors Rick, je vais te laisser faire le sommaire au bout de 45 minutes d'émission. C'est tout simplement, c'était par une expérience que j'ai fait des animations de formation sur la taille fruitière et autres tailles. Et là, les parcelles, je suis arrivé, les troncs, ils étaient vraiment la base du tronc. Des arbres, ils étaient complètement endommagés. Donc ça fait, on voit même le centre de l'arbre, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le tuteur de l'arbre. Et donc on voit même l'arbre résiste en faisant des gros bourrelets de chaque côté pour essayer de colmater cette plaie. Mais quand la plaie est trop importante, qu'est-ce qui se passe ? L'arbre est fragilisé, l'arbre ne meurt pas, il n'y a pas de souci. Bon, il a un petit peu affaibli, mais sans plus. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que quand ce centre ce bois qui est à l'intérieur, qui est entre guillemets mort, et il ne survit que parce que l'écorce le protège. Souvent, ça va être des intrusions de prédateurs, voire de maladies. Et puis surtout, c'est que quand si c'est un arbre fruitier, quand il sera chargé de fruits, voire de branches ou de feuilles, comme à la base, c'est quand même le point le plus faible. S'il y a un gros coup de vent, l'arbre se casse. Donc voilà. Donc il n'a rien à voir avec les arbres creux, je dirais par exemple les saules-tétarbres creux, qui se sont creusés d'année en année, mais bon voilà, ils sont courts sur pattes, comme je dis toujours. Et ces arbres creux d'ailleurs, ces saules-tétarbres, il faut les entretenir souvent parce que si la masse végétale est trop importante en haut, ils se cassent aussi. Mais là c'est vraiment, c'est la tondeuse, c'est alors, la débroussailleuse. Voilà, débroussailleuse, ça va reculer. Alors quand c'est une tondeuse, même les tondeuses à main, c'est pas forcément les tractées. Mais bon, souvent on s'arrête parce qu'il y a un arbre qui nous bloque derrière. Et à force de taper dedans, l'arbre, donc c'est pour ça que on voit de plus en plus, d'ailleurs dans les aménagements de collectivités où il y a un peu de fragilité, c'est qu'il y a souvent un tutorage qui est fait avec 4 pieux, voilà. 4 pieux qui va permettre de mettre entre guillemets 4 liens en hauteur qui va permettre de bien tenir l'arbre. Déjà ça permet justement que l'arbre à la plantation soit bien tenu. Puis on rajoute souvent 4 planches en bas. Alors déjà c'est pour faciliter l'arrosage, mais c'est surtout aussi pour protéger le pied, franchement. Ça retient le broyat, mais ça protège sur tout le pied. Alors bien sûr, si on est un bourrin en vagnole avec même les planches et les poteaux, ils résistent pas, j'en connais, voilà. Mais c'est quand même le principe. Alors il y a une autre solution pour protéger justement cette base de l'arbre, c'est de planter en même temps. C'est-à-dire quand on va planter un arbre, on va planter d'autres choses au pied, qui peut être des plantes ornementales. Alors bien sûr, là aussi, ça va pas contraindre un véhicule qui recule. Mais c'est surtout la tondeuse, c'est-à-dire que même si on s'arrête dans les arbres, on va pas atteindre le tronc. Même si on tape dedans, mais ça c'est pas très très grave, même si on passe le fil. Alors si c'est un arbre fruitier, on peut mettre des groseilliers cassissiers au pied, le temps que l'arbre, on va quand même récolter des fruits, mais ça peut être autre chose. Ou ça peut être tout simplement, et ça les auditeurs et les auditrices pourront regarder sur le blog, j'ai fait des schémas, ça peut être simplement une zone qui est désherbée. Pour bien montrer à la personne que cette zone désherbée, c'est la limite pour pas toucher le tronc. Alors ça aussi, ça permet de mettre la roue. Des fois, il peut y avoir le désherbement peut se faire d'une manière ronde, ovale, tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi une zone qui est plutôt rectangulaire ou un carré. Et on peut mettre à ce moment-là, si on a une tondeuse à main, je dirais, on peut plus facilement mettre la roue dans le trou. Comme ça fait des belles bordures. Et là aussi, on peut planter des choses. Ça peut être des plantes basses, mais ça peut être aussi des plantes annuelles. Si vous êtes chez un particulier, ça peut être des courgettes, si vous voulez.
Et si vous mettez des piquets, souvent on pose la question, ouais, mais des piquets, ça fait une grosse armature, à quoi ça peut servir? Le temps que l'arbre grossisse, il y en a pour un certain temps, vous pouvez l'utiliser ce piquet pour mettre des haricots rames, des plantes grimpantes, plutôt annuelles. Comme ça vous permet, je dirais, d'optimiser et d'utiliser cette zone verticale. Un point aussi, c'est la question des liens. On voit des fois du fil de fer complètement absorbé par l'écorce. C'est quoi le bon lien, Eric? Alors là, il faut savoir aussi, c'est que si vous avez du fil de fer qui est dans l'écorce, laissez le fil de fer dans l'écorce. Ok, sinon on fait plus de dégâts. Voilà, coupez-le de chaque côté, voilà. Si l'arbre a survécu au-dessus, vous inquiétez pas, c'est qu'il a fait des ponts de cellules. Alors je dis pas que c'est super pour là, mais c'est pas très grave. Moi, ça m'est arrivé de mettre des vis aussi sur des branches qui étaient cassées, il n'y a pas de souci. Voilà, faut surtout pas arracher parce que si vous enlevez l'écorce de chaque côté, si le fil est assez épais, ça se ressoude pas, et si après il y a un moment de sécheresse, les vaisseaux de bois sont coupés. Donc c'est pour ça que là aussi, quand vous mettez un piquet avant de mettre le lien, faut pas, quand le piquet dépasse de la couronne, c'est-à-dire du départ des premiers charpentières, il faut bien couper le piquet en dessous du départ des charpentières, parce que ce qui se passe, c'est que bien sûr, ça va pas forcément endommager le tronc, mais c'est surtout la base des charpentières, parce que tout simplement, les charpentières vont taper à cause quand il y a du vent sur la charpentière, et ça va user la base charpentière. Alors ça va pas faire du tout mourir l'arbre. Par contre, la charpentière, ça va faire comme le problème que je vous ai signalé au début, c'est que l'écorce va partir et ça va dessécher le centre de l'arbre, le centre de la branche. Donc ça c'est important. Et puis après, une fois que vous avez attaché, alors le lien, il y a pour les particuliers la chambre à air, au lieu de quand on a crevé, gardons les chambres à air, vous les coupez en deux dans le sens de la longueur, et ça vous permet de faire des liens qui sont super intéressants parce qu'ils sont bien caoutchoutés. Alors vous faites un espèce de 8. Alors ça peut être aussi des cordes. Alors quand j'ai des cordes, il faut doubler les cordelettes parce que c'est pas assez solide. Et puis sinon, si vous êtes porteur ou porteuse de bas, vous pouvez utiliser des bas. C'est aussi hyper solide. Alors c'est pas la peine d'acheter une paire de bas. Celui qui a des trous dedans, c'est mieux, sauf si c'est la mode. Vous pouvez utiliser les bas, c'est vraiment très très solide. Voilà. Donc le textile, le textile, les bas, ça peut éventuellement. Ouais, il y en a même qui utilisent des tissus, tout simplement. Ils font des lanières dans le tissu. Ils suivent la trame et par contre, bien sûr, faut pas faire qu'un 8. Il faut en faire plusieurs. Mais ça marche très très bien aussi. Bien sûr, le tissu va se décomposer, surtout si c'est un tissu en coton. Mais voilà, dans un premier temps, ça peut être super. L'intérêt, il faut vraiment bien fixer là. Si vous avez fait l'erreur de mettre le piquet trop près des branches, il y a possibilité de mettre, une petite protection entre les deux, une éponge, mais il faut la faire tenir cette éponge. Donc ce qui est important aussi, ne mettez pas un clou dans l'éponge, ou mettez pas un clou dans le polystyrène, déjà il y en aura partout, mais en plus ça va blesser l'arbre. Donc ça veut dire vous allez attacher la partie qui est, l'éponge ou le polystyrène dans un tissu, et puis après vous attachez l'arbre dessus. Comme ça va permettre justement de faire une protection. De piéger, et de piéger aussi. Voilà. Attention aussi au type de lien qu'on peut utiliser. Tu parlais de la chambre à air qui est quand même assez résistante. L'objectif c'est quand même de l'enlever quand elle commence à partir en lambeaux. Depuis quelques années. L'idée c'est d'éviter de se retrouver avec du plastique partout. Exactement. Et puis pour certains qui ont encore, et ça se retrouve des fois dans des brocantes, dans des marche-puces, des lanières encore de cuir, parce que c'était très utilisé à l'époque. Moi je me souviens, mon grand-père redressait toujours les arbres un peu penchés avec des lanières de cuir, où là c'est finalement le must, parce que ça reste parfaitement d'une naturel, et de deux ça ne blesse pas l'arbre. Donc voilà. Échelle, fil de fer et compagnie, évitons, parce que ça a tendance vraiment à rentrer assez rapidement dans l'écorce. Voilà. Et si vous voulez redresser un arbre par rapport à un piquet qui est bien planté, il faut pas le faire en une seule fois. Et voilà. Ça c'est important. Bon, après, une fois qu'il est gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tirer dessus. Ça, vous faites plutôt de dégâts qu'autre chose. S'il est planté pas droit, tant pis pour vous. Donc, ce qui est important aussi, c'est protéger le tronc. Alors bien sûr, vous verrez là en ville plein d'arbres qui sont plantés avec des bandelettes autour. C'est pour éviter qu'ils transpirent, et que surtout que les troncs soient tapés par le soleil, donc ça le protège.
Alors c'est pour ça, même chez les particuliers, ce que je conseille, mais par contre il faut être, un petit peu méticuleux sur les programmes, c'est-à-dire que moi je conseille de bouturer du lierre. Par contre, dès que ça arrive au niveau des charpentières, il faut le couper tous les ans. Ouais, ça tu en parlais souvent. Voilà, il faut couper vraiment au niveau des charpentières, au démarrage, pour que le tronc soit pour le lierre, mais pas le reste. Ça, c'est important. Alors, et ça, il y a un vrai apport, Eric, sur ce lierre. On va s'arrêter un instant là-dessus. Ça va améliorer, voilà, ça va lutter contre justement les coups de soleil. Ça va permettre, je dirais, d'abriter une biodiversité super intéressante et notamment les auxiliaires. Et puis, bien sûr, c'est une source de nourriture pour les insectes pollinisateurs quand ils sont en fleurs, le lierre, qui est quand même la dernière fleur de l'année, et une première baie, je dirais, de l'année pour les oiseaux. Donc, voilà, c'est sacré, mais par contre, pour ceux qui sont oublieux, c'est-à-dire qui oublient toujours qu'il y a des étapes dans le jardin, un jour, ils se retrouvent avec une tête de lierre dans l'arbre, et c'est pas le cas. Alors, c'est pas pareil en forêt, hein. Souvent les arbres poussent très très rapidement et puis après le lierre s'installe dedans. L'arbre a tellement d'avance par rapport au lierre qu'il n'y a pas de souci. Ok. Pareil pour la clématite, mais quand tout est planté en même temps, attention quoi. Donc là, pour résumer, oui, le lierre, mais ça se surveille tous les ans, voire 2 fois par an. On coupe au niveau des charpentières. Voilà. Mais sinon, c'est un super truc, quoi. Bien sûr. Un super manchon de protection. Bien sûr. Et puis bon, après, faut pas en vouloir à sa commune s'ils veulent pas mettre du lierre sur le tronc. Voilà, faut se parler, quoi. C'est pour ça que des fois, il y a des paillages, il y a des roseaux qui sont mis le long du tronc, il y a du paillage, il y a une espèce de ruban, il y a des canisses, voilà. Ça, c'est pour faciliter l'entretien et puis aussi, c'est côté esthétique. Voilà, c'est pas, voilà. Mais tant que le tronc est protégé, c'est bien. Mais je rappelle toujours, l'idéal, c'est quand même de pas planter en arbre unique, si c'est possible, mais plutôt en bosquet. Et même les arbres qui sont plantés en haie, de faire sur plusieurs alignements, quoi. Bien. Eric, est-ce qu'on a fait le tour de notre photo, il y a pas mal de schémas. Hein, voilà, ça peut permettre. C'est les schémas de la semaine dernière. Hein, donc voilà. Ça, comme ça permet aux auditeurs, aux auditrices de se retrouver dans voilà, un petit peu, parce que je sais que les podcasts, on nous entend parler, mais des fois, l'image est aussi importante. Donc, allez voir sur le blog, vous verrez, il y a quelques fiches techniques assez intéressantes, et souvent, c'est du vécu. Donc, voilà, c'est le plus simple. Hein. Et vu que nous on fera jamais d'émission de télé, vous aurez l'image et le son, mais en séparé. Voilà. Rendez-vous effectivement sur le blog avec les nombreux schémas, tous copyright de Eric. Vous les retrouvez bien sûr sur notre blog et ça te permet quand même de visualiser avec des petites astuces qu'il faut bien prendre en compte. Nous sommes d'accord. Oui, et comme dit, hein, c'est vrai, toutes les photos, tout ça, c'est libre de droit. Hein, vous pouvez les partager. Oui, je disais copyright sur le ton de la boutade. Bien évidemment. sûr, hein, voilà, hein, c'est-à-dire tout ce qui est fait, c'est utiliser les schémas, moi je m'en fiche complètement, hein, utilisez-les. Bon, si vous pouvez dire que ça vient quand même de 11e force, et c'est quand même, ça nous permet de toucher le maximum d'actions en intérêt général. Donc voilà, mais comme dit, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, voire même vous pouvez m'appeler, des fois il peut y avoir des situations où on peut fournir d'autres schémas sans aucun problème. Ouais. Voilà, et puis si vous voulez effectivement rentrer en contact avec Eric, n'hésitez pas, contact@monjardinbio.com, il n'y a aucun souci, on transmettra et puis on vous mettra en relation directe si vous êtes élu, conseiller technique, etc. N'hésitez pas bien sûr à rentrer en contact avec l'ami Eric. 2 choses indispensables, d'abord le faux dicton du jour qui est une sorte de mise en garde, Eric. C'est ça, voilà, c'est mon petit côté où j'en aurais peut-être besoin. Comme je parlais de coupe de gazon et compagnie. Alors c'est tout simple, hein, voilà. Qui se prend la tondeuse se dégarnit, voilà. Oui, c'est bien, oui. Et puis on passe pas la tondeuse en tongs non plus. Ça c'est un message de prévention, c'est. C'est ça, voilà. Et puis qui se prend la tondeuse se dégarnit. En tout cas, ce qui se dégarnit pas, c'est votre intérêt pour le podcast et on vous remercie évidemment chaque semaine d'être de plus en plus nombreux et toujours aussi fidèles, hein, clairement. Et puis Eric, il n'y a pas de bon podcast sans mot de la fin, coup de gueule, coup de cœur, je ne sais pas, enfin bref. Non, c'est quoi le mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est même si ça vous paraît neuneux au niveau communication, laissez planter des arbres un peu partout, quoi.
Laissez faire. Ouais, laissez Et faire. suggérer. Ouais, et ça, faites-le c'est- aussi à la maison. Ouais, Du voilà. coup, si vous pouvez. C'est Un ça. arbre, c'est toujours bien. On est d'accord. Du végétal, tant qu'à tirer, en évitant de tirer, comment dire, si une clématite, on en parlait je crois la semaine dernière, Ouais. où il y a 15 jours, une clématite, un chèvrefeuille peut remplacer une toile, c'est quand même bien, Oui. parce que sur une toile d'ombrage, il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui viennent butiner, ce qui n'est Ouais. pas le cas sur du végétal. Bah, en sachant, bon, je reparlais de clématite, hein, là, je vois, je travaille sur un projet. Bonjour à Julie qui nous écoute. Bah, même si c'est chez un constructeur, bah, on a parlé quand même de strate verticale en mettant de la clématique vigne blanche, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est même pas une clématique horticole, hein. C'est une clématite, je dirais, qu'on trouve beaucoup dans les milieux naturels, hein, dans les haies ou pour les lisières de forêt. Bah là, voilà, ça pousse facilement, donc pourquoi pas l'utiliser. Donc même chez un constructeur avec un mètre, un coût linéaire, enfin un coût au mètre carré qui est assez important, hein, voilà, un peu chicose quand même. Bah on pense ça. Donc soyons simples, je dirais, on trouve vraiment des solutions. Les choses bougent pour certains d'entre nous, pas assez vite, mais les choses bougent, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. On va essayer de rester positif. Oui, moi je suis très positif. Toi, t'es d'un éternel optimisme. On n'est pas dans le déni, on est juste dans un monde qui évolue. Et l'idée, c'est évidemment de laisser personne sur le bas-côté et surtout de se préparer. On va dire Tout ça à comme fait. ça. Eric, le mot de la fin, il est dit. Donc du coup, c'est mon mot de la fin. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Partagez ce podcast, notez-nous, mettez-nous des étoiles évidemment. Bonjour à ton téléphone mésange. Je ne savais pas que ça existait. On rappelle l'intérêt des mésanges en l'occurrence, et l'intérêt aussi de toute la biodiversité. Tu parlais des nichoirs, des petits gestes. Hein, c'est installer des nichoirs maintenant. Parce que ça visite, ça regarde, continuer à donner à manger et pas n'importe quoi, à laisser de l'eau en évitant de mettre du sel ou de l'alcool comme j'ai pu lire des fois sur internet pour éviter que l'eau gèle, une débilité sans nom. Donc juste de l'eau, voilà, si vous pouvez pas la changer tout le temps et qu'elle gèle, bah vous remettez un peu d'eau le matin et puis vous entretenez. Mais voilà, enfin ne rajoutez pas dans l'eau de boisson du sel ou de l'alcool. Ouais. Surtout pas. Non. Voilà, bref. Comme quoi, il y a plein de conneries qu'on peut lire ici ou là aussi. Et puis, prenez soin de vous, de votre jardin. Bref, partez sur les aubergines et les poivrons. Et puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.